Bonsoir à tout le monde. Je vais faire en fait une présentation en 3 points. Le premier point, c'est un retour sur l'histoire de la construction européenne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ne sont pas tout à fait exactes sur ce sujet. Le deuxième point sera la situation actuelle, où on en est aujourd'hui. Et enfin, comme troisième point et en conclusion, j'essaierai de répondre à la question que faire, c'est-à-dire question de stratégie face à l'Union européenne. Alors, premier point sur un peu l'histoire de la construction européenne le plus rapidement possible. Sur l'histoire de la construction européenne, il faut comprendre que c'est une histoire qui est faite autant de continuité que de rupture. La construction européenne, son histoire réelle, commence avec le traité de Rome en 1957. C'est un traité qui est indéniablement un traité de libre-échange, libéral, au sens classique du terme, mais qui se fait dans une zone qui est une zone économiquement et socialement assez homogène, et dans laquelle, puisque cette zone est économiquement et socialement assez homogène, ça ne veut pas dire que tous les pays ont le même niveau de développement, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., ou le Benelux, c'est pas le même niveau, exactement le même niveau de développement, mais malgré tout, c'est une zone homogène. Et dans une zone homogène, les questions de dumping social et de dumping fiscal liées à l'existence de traités de libre-échange ne se posent pas, ou très peu, ou de façon très marginale. Ce d'autant plus que la politique qui a été menée à l'époque n'était pas du tout une politique de mise en concurrence des différents États, mais une politique au contraire qui visait globalement à harmoniser plutôt vers le haut ce qui se passait à l'échelle européenne, à l'échelle du marché commun, qui se présentait comme une cohabitation de marchés nationaux. Puisque à l'époque, il faut bien voir que le capitalisme de l'époque était un capitalisme qu'on appelait capitalisme fordiste, était à l'époque un capitalisme essentiellement régulé nationalement, organisé nationalement et peu internationalisé. Simplement pour vous donner une idée, en 1960, le volume total du commerce mondial équivaut à ce qu'il était en 1913. Alors que la richesse produite a été considérablement supérieure. Donc on a un capitalisme, et en Europe occidentale, et aux États-Unis, au Canada, et dans le monde occidental, essentiellement organisé nationalement, et avec des marchés nationaux qui cohabitent dans une logique où on réduit les droits de douane entre ces différents marchés nationaux. Et la politique qui est menée est une politique de cohésion, globalement. Simplement 2 exemples, et je m'en arrêterai là. Premier exemple, c'est quand des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, au début des années 80, sont mis en place des fonds qui étaient des pays, qui étaient à un niveau de développement nettement inférieur que les pays fondateurs de la communauté, sont mis à l'époque des fonds de cohésion et de fonds structurels de cohésion et de développement qui permettent en partie à ces pays de rattraper leur retard. Pour ceux qui sont allés en vacances en Grèce, dans les années 70, il y a une seule route goudronnée en Grèce, c'est la route qui traverse le Péloponnèse, et toute l'infrastructure routière de la Grèce a été faite avec des fonds de la communauté européenne. Et c'est pareil pour l'Espagne et le Portugal. Donc il y a une remise à niveau qui est faite par ces aides de la communauté économique à l'époque. Autre exemple, en 1979, et donc il n'y a pas du tout une recherche de la mise en concurrence et du dumping social et fiscal avec les nouveaux entrants. En 1979, il y a un arrêt célèbre pour ceux qui s'intéressent au droit européen, qu'on appelle l'arrêt Cassis de Dijon, février 1979, qui est un arrêt totalement libéral et qui dit la chose suivante: une marchandise vendue dans un pays de la communauté peut être vendue dans tous les pays de la communauté. Ça veut dire que si on avait appliqué cet arrêt de la Cour de justice, ça pouvait entraîner une baisse de la qualité des produits très importante.
hein, puisqu'il suffisait de produire un bien dans un pays avec des normes de très basse qualité, et puis ensuite il pouvait être vendu dans n'importe quel pays de la communauté. Immédiatement, la commission de l'époque, puis la commission suivante, qui est la commission Delors par ailleurs, prennent des directives qui sont des directives qui visent, et des règlements qui visent à harmoniser par le haut les normes de qualité des produits en Europe et les normes de fabrication. Et donc avec une logique qui est une logique d'harmonisation par le haut. Tout ça bascule en 1986 avec un traité qui s'appelle l'Acte unique européen et qui est précédé dans la plupart des pays par une vague néolibérale. Ça commence en Grande-Bretagne en 1979, il y avait eu les États-Unis avec Reagan. En France, c'est le tournant de la rigueur de 1983, hein, et la déréglementation financière qui est faite par le Parti socialiste, enfin par le gouvernement socialiste avec Bérégovoy, Fabius. Bon, et donc on rentre dans une nouvelle ère. Nouvelle ère qui correspond à un nouveau capitalisme. D'un capitalisme qui est un capitalisme régulé nationalement, on passe à un capitalisme qui est en voie d'internationalisation rapide, avec la globalisation du capital et ce qu'on a appelé plus tard la mondialisation néolibérale. Et donc, la réponse européenne à cette nouvelle phase du capitalisme, c'est une déréglementation générale en Europe, avec l'acte unique qui vise non plus à faire cohabiter des marchés nationaux régulés, hein, par la puissance publique, mais au contraire à un marché unifié, d'où le terme d'acte unique, hein, pour créer un marché unique, des biens, des capitaux, enfin des marchandises, des capitaux, des services, et avec liberté de circulation, théoriquement, des personnes. C'est à partir de ce moment-là que le droit de la concurrence devient un droit qui surdétermine en fait le mode de construction de l'Union européenne, avec l'instauration du dumping fiscal, du dumping social et la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux, mise en concurrence qui est aggravée par l'élargissement de 2004 aux pays de l'Est, hein, qui ont des systèmes sociaux qui sont inférieurs, des systèmes de protection sociale qui sont inférieurs aux pays d'origine de la communauté européenne, et évidemment avec une concurrence fiscale très très importante, bon, et une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qualifiée. Hein. D'où le fait que, au lieu de faire ce qui s'était passé avec l'élargissement à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce, de mettre en place d'une politique d'harmonisation, au contraire, le choix qui est fait par tous les gouvernements européens, c'est de faire jouer la concurrence sur les avantages qu'on appelle les avantages comparatifs de ces pays-là, et les avantages comparatifs des nouveaux entrants dans ce qui n'était pas encore, enfin si, ce qui était déjà l'Union européenne en 2004, c'est un faible coût du travail. Et donc se met en place une concurrence fiscale, sociale, entre les différents pays de la communauté. À cela, s'était rajouté avant la mise en place de l'euro, avec sur la base de critères qui étaient les critères de Maastricht, qui allaient être prolongés ensuite en 1997 avec, dans le pacte de stabilité, critères de Maastricht que vous connaissez, une dette publique qui ne peut pas être supérieure à 60% du PIB, un déficit budgétaire qui ne peut pas être supérieur à 3% du PIB, et une inflation de 2% maximum. Donc, en fait, les États mettent en place ce qu'on appelait un gouvernement par les règles, un gouvernement par les normes, dans lesquelles les politiques économiques sont complètement hors du débat démocratique et de la décision citoyenne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus débattre de tout ça, c'est imposé par les traités européens, c'est dans les traités européens. La zone euro, la mise en place de l'euro reposait sur un pari qui allait s'écrouler au moment de la crise financière. Le pari, c'était qu'avec les critères du pacte de stabilité, les critères de Maastricht, il y allait avoir une convergence des trajectoires des pays de la zone euro, et une homogénéisation de ces pays. C'est strictement l'inverse
qui s'est passé, parce que pour qu'une monnaie unique puisse fonctionner, et pour qu'une union économique et monétaire avec une monnaie unique puisse fonctionner, alors que les pays alors que la zone est composée de pays très hétérogènes, il aurait fallu qu'il y ait une politique d'harmonisation qui soit menée, avec des transferts financiers au bénéfice des pays les moins développés, qui auraient permis une convergence des économies et des systèmes productifs. Or, les traités empêchent justement toute convergence économique et toute solidarité entre les pays de la zone, et notamment empêchent la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales d'être le garant des dettes publiques des États, d'être ce qu'on appelle en termes économiques le prêteur en dernier ressort. Et donc au moment de la crise de 2010, qu'est-ce qui s'est passé? La crise de 2010, on l'appelait la crise des dettes souveraines ou la crise de la zone euro, qui a failli voir exploser la zone euro, c'est simplement le fait que, assez bêtement, toute crise économique, elle commence par une sorte d'anecdote, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui apparaît assez secondaire et qui brusquement prend une importance considérable. Et là, le fait secondaire, c'est ce qu'a fait le gouvernement Papandréou en Grèce, qui assez bêtement arrive au pouvoir, après les conservateurs, décide de faire la vérité sur les comptes de la Grèce. Tout le monde savait que les comptes de la Grèce étaient truqués. C'était un secret de polichinelle. Mais lui, il décide de dire, voilà, le déficit budgétaire n'est pas de 4% du PIB, il est de 12% du PIB. Et donc, ça entraîne un moment de panique sur les marchés. Alors, quand on parle des marchés financiers, c'est pas une entité vague, les marchés financiers. Ce sont des opérateurs financiers, c'est les banques, les fonds de pension, les fonds spéculatifs. C'est des structures tout à fait identifiées. C'est pas quelque chose qui est, je dirais, complètement fumeux. On ne sait pas ce que c'est. Quand on parle des marchés financiers, ce sont des opérateurs financiers très précis. Et donc les marchés financiers s'aperçoivent à ce moment-là d'une chose qu'ils n'avaient probablement pas réalisée totalement, c'est que la dette de l'État grec n'était pas garantie par la Banque centrale grecque et par la Banque centrale européenne. Et que l'État grec pouvait faire faillite. Et si l'État grec peut faire faillite, ça veut dire que d'autres pays aussi fragiles que la Grèce, l'Italie au premier chef, le Portugal et l'Espagne, pouvaient aussi faire faillite. Et donc on a assisté à l'époque à une vague spéculative sur toutes les dettes publiques de ces États, qui étaient les États les plus fragiles, auxquels il faut ajouter l'Irlande, qui étaient les États les plus fragiles de la zone euro, avec des choses absolument invraisemblables. Dans le cas de la Grèce, les banques se refinançaient, c'est-à-dire empruntaient auprès de la Banque centrale européenne au taux de 1% à l'époque, et on prêtait à la Grèce jusqu'au taux de 12%. En disant c'est la prime de risque, puisqu'on sait que l'État grec peut faire faillite. On voit bien que c'est hallucinant. Donc, évidemment, la Grèce ne pouvait pas s'en sortir dans ces conditions-là. Le choix fait par les gouvernements à l'époque a été, pour rassurer les marchés, non pas de transformer la structure de la zone euro, ce qui aurait été nécessaire, en disant la BCE va garantir les dettes des États, l'affaire sera terminée, mais au contraire, de mettre en place des politiques d'austérité qui ont été des politiques d'austérité mortifères. La Grèce a été détruite, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie en grande partie, la France un peu moins, mais des politiques d'austérité généralisées dans toute l'Europe qui ont abouti à une récession massive et une stagnation économique pendant plusieurs années dont on est à peine sorti et dont on va retomber, je reviendrai tout à l'heure. Donc ce qui s'est passé donc, quand on tire le bilan de la construction européenne jusqu'à ce moment-là, c'est que non seulement il y a eu une convergence des économies, mais il y a eu divergence des économies, avec creusement des déficits entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, je n'ai pas le temps là de détailler, mais si ça vous intéresse, on pourrait y revenir dans le débat, les mécanismes
ont amené au creusement des déficits commerciaux entre le Nord et le Sud, au bénéfice des pays du Nord, essentiellement de l'Allemagne et des Pays-Bas. Bon. Et donc, on était à la veille d'un éclatement général de la zone euro. Après de multiples hésitations, la Banque centrale et des mesures contre-productives, pour y revenir si vous le voulez dans le détail, si ça vous intéresse, la Banque centrale européenne a fait le job. Et on peut dire qu'elle a sauvé, par toute une série de mesures sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, la zone euro et donc l'Union européenne. Parce que si la zone euro est éclatée, il n'y a plus d'Union européenne. Alors, où on en est aujourd'hui? Est-ce que les problèmes sont résolus? Non, les problèmes ne sont pas résolus et il y a 4 gros problèmes que je vais très rapidement lister. Premier problème, c'est un système bancaire non purgé. Le deuxième problème, c'est les divergences entre le Nord et le Sud qui ne sont pas du tout réglées, qui sont même aggravées. Et le troisième problème, c'est une politique monétaire qui n'est pas stabilisée. Et enfin, le quatrième problème, c'est qu'on est dans une incertitude totale sur l'activité économique de la zone euro et de l'Union européenne. Alors, premier problème, sur le système bancaire non purgé. Aujourd'hui, dans les pays où le système bancaire est le plus fragile, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, les créances douteuses dans le bilan des banques, les créances douteuses, les créances qui ont un retard de paiement de plus de 90 jours, et dont on pense, à partir de ce moment-là, qu'elle risque fort de ne jamais être remboursée. Donc, la part des créances douteuses dans la zone euro, dans ces pays-là, sont supérieures à 20% dans le bilan des banques. C'est considérable. Ça veut dire que les banques de ces pays-là risquent de faire faillite si jamais ces créances ne sont pas remboursées. Mais le vrai problème n'est pas tant que ces banques aient un taux de créances douteuses important, c'est de savoir si ces banques sont systémiques ou pas. Une banque systémique, c'est une banque qui n'est pas obligée d'être une banque très importante, mais dont les liens avec le reste du système financier européen et international est très important. Par exemple, la banque Lehman Brothers n'était pas une banque très importante aux États-Unis. C'était, je crois, la 42e banque au niveau mondial. Bon. Mais c'était une banque qui était très liée, elle avait des liens avec l'ensemble du système financier international. Et donc, quand elle a fait faillite, ça a eu des conséquences en chaîne sur l'ensemble du système financier international. Donc, c'est ça qu'on appelle une banque systémique. Or, quand on regarde de plus près les banques européennes, on voit par exemple qu'en Allemagne, le taux de créance dans les banques de créances douteuses dans les banques allemandes est inférieur à 2%. Donc on peut dire en Allemagne, il n'y a aucun problème. À 2%, c'est dérisoire. Sauf que la principale banque allemande, la Deutsche Bank, est une banque qui a de très très gros problèmes. Et donc personne ne sait réellement aujourd'hui ce qu'il y a dans le bilan de la Deutsche Bank. Même les régulateurs allemands ne savent pas vraiment. Donc, si cette banque fait faillite ou a de gros problèmes, ça aura des conséquences en chaîne. Pareil pour un certain nombre de banques italiennes, etc., qui se sont d'ailleurs fait restructurer, en Espagne aussi, au Portugal. Ça arrive assez régulièrement. On peut penser raisonnablement que ni la BCE, ni les gouvernements ne laisseront se reproduire en Europe ce qui s'est passé aux États-Unis avec Lehman Brothers. On peut penser que les gens ne sont pas fous, malgré tout. Et qu'ils empêcheront qu'il y ait une grosse banque qui fasse faillite. Maintenant, il faut être prudent, parce qu'il y a une logique d'abord des institutions européennes qui échappe à toute rationalité. Il ne faut pas croire que, par exemple, la Commission européenne a failli ne pas permettre au gouvernement italien de renflouer une des grandes banques italiennes, qui est le Monte-Piété de Sienne. Je ne le dis pas en italien parce que mon accent italien, n'en parlons pas, qui est une banque importante en Italie. Et le gouvernement italien avait demandé l'autorisation de la Commission pour renflouer cette banque. La Commission a failli ne pas donner son autorisation.
Qu'est-ce qui peut se passer demain? Franchement, donc il faut toujours rester prudent, parce que la logique libérale, c'est qu'on n'aide pas les canards boiteux. C'est ça la logique libérale. Bon. Donc, si on n'aide pas... Et donc, on n'aide pas les canards boiteux, donc on laisse faire le marché, et puis Dieu reconnaîtra le sien, et voilà. Mais on peut penser que quand même, ils ne sont pas totalement fous, et que s'il y a une grosse difficulté dans une banque systémique, ils interviendront. En tout cas, la BCE interviendra. Ça, je suis quasi persuadé, mais il faut savoir que c'est un gros problème. Deuxième problème, les divergences entre le Nord et le Sud. Les divergences entre le Nord et le Sud, au niveau commercial, ont été résolues. C'est-à-dire que les pays du Sud étaient en déficit commercial en 2010. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun pays, à part la France, qui est en déficit commercial. Bon, on peut dire d'ailleurs que la France, de ce point de vue-là, pour employer une métaphore, c'est le consommateur en dernier ressort de la zone euro. Parce que les autres pays ne sont plus en déficit. Pourquoi? L'Espagne, l'Italie, le Portugal, non pas parce qu'ils ont vraiment amélioré leur compétitivité, mais surtout parce que comme ils ont mené des politiques d'austérité massives, les importations ont baissé de façon très importante, et en tout cas beaucoup plus importante que l'augmentation de leurs exportations, et donc ils ont comme cela réduit leur déficit budgétaire ou annulé leur déficit commercial ou annulé leur déficit commercial. Donc c'est pas tant le fait qu'ils soient aujourd'hui en équilibre commercial, que leurs balances courantes sont en équilibre, n'est pas tant dû au fait qu'ils ont résolu leurs problèmes structuraux internes en matière du système productif, mais plus aux politiques de baisse de la demande interne, de réduction de leurs importations, qui ont permis qu'ils se trouvent aujourd'hui dans une situation où leur déficit commercial a été réduit ou est égal à zéro. Donc c'est pas en soi une nouvelle particulièrement bonne. Mais je dirais qu'il y a pire que ça, parce que tous ces pays-là ont subi une fuite de capitaux massifs et un appauvrissement massif qui se traduit, que l'on peut vérifier dans le système de paiement de l'Union européenne qui s'appelle Target 2. Target 2, c'est un système qui permet de voir quelles sont les créances et les débits de tous les pays. Alors, quand on regarde les chiffres, alors là je vais vous donner les chiffres de 2017, je ne suis pas allé voir les chiffres de 2018, mais c'est strictement les mêmes, ça n'a pas changé qualitativement. On voit que l'Espagne est débitrice de 350 milliards d'euros, que l'Italie est débitrice de 700 milliards d'euros, et que l'Allemagne est créancière de quasiment 800 milliards d'euros. Donc, alors, ça, en soi, ça n'a aucune importance tant qu'il y a une monnaie unique. Ça peut grossir, c'est un bilan comptable. Donc, il ne faut pas fantasmer. Mais si la zone euro explose, c'est clair qu'il faudra solder ses débits et ses crédits. Il n'y a pas de miracle. Il y aura une négociation, etc., mais bon, en tout cas, il faudra quand même passer à la caisse, à un moment donné. Mais ce que ça montre, ces chiffres-là, c'est simplement qu'il y a eu une fuite de capitaux massive du sud vers le nord, et donc un appauvrissement considérable de ces pays. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Voilà, le fait qu'il y ait une fuite de capitaux, c'est-à-dire que les économistes parlent de fuite vers la qualité. C'est-à-dire que les capitaux quittent les pays qui leur semblent les plus risqués pour aller dans les pays qui leur semblent les moins risqués, en particulier l'Allemagne, mais pas seulement, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne à un moment donné, la France, etc. Deuxième chose de divergence entre le Nord et le Sud, c'est sur la démographie. Alors, les pays en Europe, il y a un grave problème démographique, au sens où, à part peut-être en France, et encore maintenant ça commence à être limite, en Finlande et en Irlande, il n'y a pas de renouvellement des générations. Mais ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal et en Grèce
et en Italie est tout à fait dramatique au sens où entre 2010 et aujourd'hui, il y a 25% des jeunes de 20 à 30 ans qui ont immigré pour aller travailler, qui au Royaume-Uni, qui aux Pays-Bas, qui en Allemagne, etc. Et donc on a toute une génération qui a été formée dans ces pays-là, et qui va travailler ailleurs. Ça veut dire que ça en rajoute sur l'appauvrissement de ces pays. Pour ces pays, c'est tout à fait dramatique. C'est quelque chose dont ils auront vraiment du mal à se remettre pour l'avenir. Il y a une génération qui est partie de jeunes qualifiés, formés, qui est partie travailler ailleurs. Parce que ceux qui partent, c'est ceux qui sont les diplômés, ceux qui sont qualifiés. C'est pas les autres. Donc c'est quelque chose de tout à fait dramatique. Troisième point, politique monétaire non stabilisée. Alors, j'ai été tout à l'heure, après avoir beaucoup hésité, la Banque Centrale Européenne a fait le job et a évité l'éclatement de la zone euro. Comment ils ont fait ça? En prenant plusieurs mesures que je vais résumer de façon très schématique. Première mesure, ils ont baissé les taux d'intérêt auxquels les banques se refinancent, c'est-à-dire empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne. Régulièrement, les banques empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne. Là, ils ont baissé les taux et le taux est aujourd'hui à 0%. Deuxième chose, quand les banques ont des surplus de liquidités, ils ont l'habitude de placer ces surplus de liquidités sur un compte à la Banque Centrale Européenne et un compte qui est théoriquement rémunéré par la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, ce taux de rémunération est négatif. C'est-à-dire que les banques, si elles placent de l'argent auprès de la BCE, elles perdent de l'argent. Quel est l'objectif de tout ça? En théorie, je dirais pourquoi ça n'a pas totalement marché tout à l'heure. En théorie, l'objectif de tout ça, c'est l'idée que les banques aient des liquidités pour que les ménages puissent acheter des biens divers et variés, que les banques puissent prêter aux entreprises. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Comme ça, on fait repartir l'activité économique, etc. Deuxième chose, la Banque Centrale Européenne a acheté, pas directement aux États, mais sur ce qu'on appelle le marché secondaire, des titres publics, des bons du Trésor des États, et des obligations des entreprises, émises par les entreprises. L'idée, là aussi, était de faire baisser les taux d'intérêt auxquels ces États empruntent sur les marchés financiers, parce que à partir du moment où la Banque Centrale Européenne garantit le fait que les banques puissent revendre les obligations d'État qu'elles achètent aux États, eh bien ça veut dire que le taux la prime de risque qui était demandée auparavant disparaît puisqu'il n'y a plus de risque. Et donc le taux d'intérêt auquel ces États empruntent à long terme, en général c'est des emprunts à 5, 10 ans, voire plus, baisse, et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les taux d'intérêt auxquels les États empruntaient sur les marchés financiers dans la zone euro ont baissé, tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne a acheté les titres publics sur les marchés. C'est-à-dire qu'elle garantissait, en fait, indirectement ces titres publics. Alors, je vais insister sur un point, parce que, en général, on entend des contre-vérités là-dessus, c'est que cela s'est fait contre la volonté de la Banque Centrale Allemande et du gouvernement allemand. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui l'Europe est sous domination allemande, la BCE est sous domination allemande, c'est l'Europe allemande, c'est pas vrai. Toute cette politique qu'on appelle une politique de quantitative easing, une politique non conventionnelle, elle s'est faite contre la Bundesbank et contre le gouvernement allemand, à tel point que le chef économiste de la BCE, qui est un Allemand, a démissionné parce qu'il était en opposition avec cette politique, et que la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande, a attaqué devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe
la BCE pour savoir si les mesures prises par la BCE étaient légales ou pas par rapport au traité. Et la Bundesbank disant que les mesures prises par la BCE étaient illégales et contradictoires par rapport au traité. Ce point n'avait pas totalement tort par ailleurs. Et la Cour de Karlsruhe a botté en touche en renvoyant ça à la Cour de justice de l'Union européenne qui elle-même a botté en touche. Donc tout ça s'est fait contre la volonté du gouvernement allemand et de la Banque centrale allemande. Donc ces mesures, une dernière mesure qu'a prise la BCE, c'est qu'elle a prêté aux banques à long terme. Alors quand on dit les prêts aux banques à long terme, quand on parle de refinancement des banques auprès de la BCE, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est des refinancements à une semaine. Les banques empruntent pour une semaine, parce qu'elles manquent de liquidité à un moment donné, donc elles empruntent régulièrement à la BCE ou dans d'autres banques, ou à d'autres banques. Mais en général, comme aujourd'hui personne ne sait ce qu'il y a dans le bilan des banques, et personne ne sait réellement si les banques à qui on prête vont pouvoir rembourser à un moment donné, ce qu'on appelle le marché interbancaire, c'est-à-dire le marché entre les banques, est particulièrement gelé. Donc les banques se refinancent régulièrement auprès de la BCE pour cette raison-là, et c'est des prêts à très court terme, une semaine. Là, la BCE a prêté à quasi zéro, à long terme aux banques, c'est 3 ans. Et ils ont prêté des sommes considérables aux banques, qui étaient à plus de 2000 milliards d'euros, à l'ensemble des banques du système monétaire européen, de l'eurosystème. Et donc, les banques ont remboursé, il y a un certain temps, etc. L'idée là aussi était d'inonder le marché financier de liquidités pour, d'abord, faire en sorte que les banques n'ont pas de problème puisqu'on leur file de l'argent, et 2, pour que là aussi les banques puissent prêter, toujours la même idée, les banques prêtent aux entreprises pour que les entreprises investissent et aux ménages pour que les ménages consomment. C'est ça l'idée générale en inondant le marché financier de liquidité. Ça a marché en partie seulement, ça a marché puisque la zone euro sort de la récession en 2014, 2015 il y a une petite croissance, 2016 ça va mieux, 2017 pas mal non plus, puis 2018 ça commence vraiment à baisser beaucoup. Et fin 2018 on voit qu'on commence à avoir des problèmes majeurs. L'Allemagne, le dernier trimestre 2018, l'Allemagne est en récession, avec le modèle allemand qui prend de l'eau, parce que le modèle allemand est basé sur les exportations, et pour des tas de raisons, et on pourrait revenir si vous voulez dans le débat, c'est un modèle qui est fragile. L'Italie est déjà en récession, et les autres pays ne se portent pas mieux. Le seul pays qui va le moins mal, c'est la France. Et pourquoi l'activité économique va bien en France? Merci les gilets jaunes. C'est ça qu'on peut dire. Parce qu'il y a eu 10 milliards d'euros qui ont été investis tout simplement parce que les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards d'euros par leur mouvement, qui ont été investis dans le circuit économique. Et donc on en a fini, au moins provisoirement, avec une politique qui était une politique d'austérité généralisée grâce aux gilets jaunes qui ont permis que cet argent, ces 10 milliards d'euros, au moins provisoirement, ont été investis dans les circuits économiques. Et c'est ça qui fait que la croissance française, l'activité économique française, est supérieure aux autres pays de l'Union européenne et est supérieure en moyenne, aujourd'hui, à la moyenne de la croissance dans la zone euro. Donc ça, il faut quand même le souligner. Donc, pourquoi la zone euro et l'Union européenne a des difficultés? Pour une raison simple, c'est qu'il y a une contradiction que la Banque Centrale Européenne fait semblant de ne pas voir, qui est entre une politique qui est une politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire dans laquelle il y a un afflux de liquidités, et des politiques nationales imposées par les traités, qui sont des politiques récessionnistes et restrictives,
qui font que, en fait, il y a une demande, ce que les économistes appellent une demande solvable en Europe, qui est structurellement faible et supérieure à l'offre. Et donc, on est régulièrement en stagnation économique ou en récession. Et donc, il y a cette contradiction-là, qui est la contradiction fondamentale, c'est que la politique monétaire ne peut pas tout, et qu'une politique monétaire expansionniste aurait dû être complétée par une politique budgétaire qui soit elle-même expansionniste, c'est-à-dire des investissements de l'État, par exemple pour la transition écologique, pour les services publics, etc., qui auraient permis de relancer la machine économique, hein, et derrière donc l'activité privée. Or, ça, vu les règles du pacte de stabilité, qui ont été d'ailleurs durcies par le pacte budgétaire ratifié par François Hollande en 2012, hein, le traité sur la stabilité, TSCG, traité sur la stabilité, TS, coordination et je ne sais plus quoi. Bon, vous regarderez sur Internet, donc le TSCG, qui est un pacte budgétaire, qui en fait durcit les conditions, hein, d'application du pacte de stabilité de façon très importante. Alors, on pourra y revenir dans le détail si vous le désirez tout à l'heure. Bon. Donc, ces règles budgétaires-là empêchent, hein, parce que ça limite le déficit budgétaire de façon très importante, et même ça pousse à l'équilibre budgétaire, donc ça empêche des investissements publics sur le long terme. Bon, ben, ça empêche en fait qu'il y ait une relance, hein, de l'activité économique, et donc on se trouve dans cette contradiction entre une politique monétaire expansionniste et des politiques budgétaires qui sont récessionnistes et qui sont dans l'incapacité de relancer la machine économique, alors même que l'investissement privé est lui-même hésitant. Pourquoi il est hésitant? Parce qu'il y a des anticipations des investisseurs privés qui sont des mauvaises anticipations, au sens comme ils n'ont pas de certitude sur le fait que s'ils investissent, eh bien ils vont trouver des clients derrière pour pouvoir acheter les marchandises qu'ils auront produites, eh bien ils n'investissent pas ou peu. Hein. Et c'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Europe. Donc c'était donc mon dernier point sur la situation aujourd'hui dans l'Union européenne. Je vais terminer en conclusion sur quelle stratégie pour sortir de tout ça. Bon, donc à partir d'une analyse qui est de savoir si, bon, il y a, disons à gauche, il y a au sens large du terme, hein, il y a un accord pour dire que l'Union européenne est néolibérale, autoritaire, et que globalement, c'est quand même un carcan pour les peuples. Ça fait quand même un large consensus dans tout ce qui est progressiste au sens très large du terme, hein, en Europe. Bon. Par rapport à ça, il y a deux positions possibles. C'est soit la sortie, soit la refondation. Je ne détaille pas pourquoi, je pense que la sortie, comme préalable, bon, est une mauvaise solution. Hein. C'est une mauvaise solution, et on voit d'abord qu'elle est très compliquée à mettre en œuvre, c'est l'exemple du Brexit, hein. Bon, parce qu'au bout de dizaines d'années, avec des économies qui sont totalement interdépendantes, dans lesquelles les clients des uns sont les fournisseurs des autres, et réciproquement, bon, avec des règles, hein, qui sont très précises, qui ont été édictées décennie après décennie, sortir de ce cadre-là est quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. Et en plus, on rajoute la question de la sortie de l'euro, qui est économiquement aléatoire. Hein, et je n'ai pas le temps là de détailler précisément, mais je pense qu'on aura le temps de revenir dans le débat pourquoi la sortie de l'euro était économiquement aléatoire. Mais surtout, il y a une nécessité d'une refondation. Pourquoi? Parce que d'un point de vue progressiste, nous avons besoin de l'Europe. Pas de l'Europe telle qu'elle est, mais d'une Europe différente. Pour 5 raisons. La première raison, c'est que face à la puissance du capitalisme globalisé, à la force des multinationales aujourd'hui, il faut un espace politique qui soit capable de faire contrepoids. Les marges de manœuvre existent au niveau national.
elles ne sont pas infinies, mais elles existent. Elles existent d'autant plus que le pays est un pays développé, relativement puissant, etc. Mais elles sont malgré tout limitées. Hein, et l'Union européenne a cette caractéristique que c'est un espace qui est peu ouvert sur l'extérieur. L'essentiel des produits consommés en Europe sont fabriqués en Europe. Ça veut dire que ce qui est la contrainte extérieure pèse peu sur l'Union européenne. Par exemple, il n'y a pas de quoi s'en féliciter par ailleurs, hein, mais l'Union européenne est exportatrice nette de biens et de services, hein, à la hauteur de 3% de son PIB global. Ça, il n'y a pas de quoi s'en féliciter parce que ça veut dire qu'on pique de la richesse ailleurs. Hein. C'est ça que ça veut dire qu'on est exportateur. Hein. Bon. Donc, ça montre au moins que, on a un espace économique, qui est relativement autosuffisant et peu sensible à la pression extérieure. Et donc, dans cet espace économique, peut être capable de mener des politiques qui soient des politiques différentes. La deuxième raison, c'est que face au dumping social et fiscal qui existe aujourd'hui en Europe, il faut évidemment qu'il y ait un espace politique qui soit unifié pour permettre de lutter contre le dumping fiscal et social. Sinon, la concurrence entre les États continuera comme elle est aujourd'hui et même risque de s'aggraver. Troisième raison, c'est que face à la montée des nationalismes, à la montée de la xénophobie, qui accroît encore la concurrence entre les différents peuples et les différents États, qui accroît les tensions en Europe, eh bien, il faut un espace politique solidaire qui construise un destin commun des peuples d'Europe, hein, d'où la nécessité d'une autre Europe. Enfin, quatrième raison, c'est le fait que dans les négociations internationales, face à des gros blocs comme la Chine ou les États-Unis, il faut un espace politique qui soit capable, là aussi, de faire un contrepoids et de peser dans ces négociations internationales. Aucun État, d'aucune sorte, même le plus puissant économiquement comme l'Allemagne, ou le plus puissant politiquement, entre guillemets, comme la France, n'est capable de peser dans les négociations internationales tout seul. L'Europe, par contre, pourrait peser dans les négociations internationales, sur le climat, sur les négociations sur le désarmement international, etc., s'il y avait une volonté politique de le faire. Enfin, dernière raison, hein, pour laquelle nous avons besoin d'une autre Europe, c'est le fait qu'il y a des politiques qui sont plus efficaces à l'échelle européenne. Une politique budgétaire, elle sera d'autant plus efficace que l'espace sur lequel elle s'applique est étendu. Donc, le cadre rêvé, entre guillemets, d'une relance budgétaire, c'est le cadre européen. Ça sera beaucoup plus facile d'avoir une relance budgétaire par la puissance publique au niveau européen qu'au niveau national. Bon, mais il y a d'autres politiques, hein, par exemple une politique de lutte contre le changement climatique ou la biodiversité. Pour la biodiversité, c'est plus efficace au niveau européen, sur les services publics, etc., sur l'énergie. Bon. Donc on peut multiplier les exemples. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que la gauche, le mouvement intermondialiste, ait un projet européen. Et il y a nécessité d'une Europe qui soit une Europe solidaire et une Europe de la justice sociale, de la justice fiscale, ce qui veut dire refonder l'Union européenne. Bon. Mais toute la question est de savoir comment on fait. Voilà. Je terminerai par ça. Comment on fait? Il y a trois leviers, et il faut bien dire que ces trois leviers sont des leviers fragiles, plus ou moins. Le premier levier, c'est le levier institutionnel européen. Il va avoir des élections au Parlement européen. Contrairement à ce que j'entends très souvent, le Parlement européen n'est pas un Parlement croupion. Et si on compare les pouvoirs du Parlement européen au Parlement français, le plus croupion des deux n'est pas celui qu'on croit. Je vais simplement peut-être prendre 2 minutes là-dessus.
le Parlement français ne fixe pas son ordre du jour. C'est quand même extraordinaire. On a un Parlement qui ne fixe pas son ordre du jour. C'est le gouvernement qui a la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement, qui dépose les projets de loi. Les niches parlementaires de l'opposition, les propositions de loi ne peuvent voir le jour que si le gouvernement est d'accord. Et les mécanismes institutionnels font que dès que le gouvernement a un problème avec sa majorité, il met sa responsabilité en jeu par l'article 49.3 que vous connaissez, et c'est soit le Parlement ne vote pas le projet du gouvernement, soit c'est la dissolution, et donc le Parlement vote. Voilà. Donc on a un système qui est absolument extraordinaire, parce que le Parlement est en fait sous la coupe de l'exécutif. Enfin, l'exécutif n'exécute rien par ailleurs, mais le gouvernement gouverne sans contrôle. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc c'est quand même... Et on n'a jamais vu en France, même dans des crises politiques les plus graves, depuis 1962, depuis que ce système a été mis en place, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, on n'a jamais vu en France un gouvernement être mis en minorité par le Parlement. Aucune motion de censure n'a jamais été votée. Voilà. Bon. Même en mai 68, etc. Bon, jamais. Bon. Donc on a, je veux dire, c'est un Parlement dont avec Macron ça s'est encore aggravé, parce que même les formes ne sont plus respectées. Mais je veux dire, depuis la Ve République gaulliste, l'élection du président de la République au suffrage universel, aggravée par Lionel Jospin avec l'inversion du calendrier électoral, parce qu'il pensait se faire élire président de la République, il s'est fait battre et c'est bien fait pour sa gueule. Je veux dire, de ce point de vue-là, il a été puni là où il a péché, comme on dit. En l'occurrence, on a un Parlement qui est vraiment un Parlement aux ordres de l'exécutif. Le Parlement européen, bon, il ne faut pas idéaliser, du tout. Mais d'abord, il fixe lui-même son ordre du jour. Bon, ce n'est pas la Commission qui décide. Il n'a pas l'initiative des lois. C'est la Commission qui a l'initiative des lois. Mais aucune loi ne peut être adoptée si les États et... Une loi, c'est aucune directive, ne peut être adoptée si les États et le Parlement ne sont pas d'accord. Et donc, en fait, par un système d'aller-retour entre le Conseil, qui regroupe les représentants des gouvernements, et le Parlement européen, le Parlement a un pouvoir, qui est un pouvoir de négociation et un pouvoir de nuisance, et un pouvoir de blocage. Par exemple, le Parlement a bloqué la tentative, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy à l'époque, de détruire ce qui était le peu d'acquis social européen, il y a une directive européenne qui limite le temps de travail à 48 heures et qui oblige d'avoir un temps de repos journalier de 11 heures. Le gouvernement français sous Nicolas Sarkozy voulait se débarrasser de ça. Et le Parlement européen a refusé. Les États étaient d'accord et il y a eu un blocage du Parlement européen. Malgré le fait que la majorité du Parlement européen était une majorité conservatrice et social-démocrate, social-libérale plutôt, c'est le PSE. Le Parlement européen fonctionne encore, on verra après les prochaines élections, sur une alliance PSE conservateur. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a eu d'autres directives. La directive portuaire qui a été bloquée. La directive Bolkestein, je ne sais pas si vous vous souvenez, a été bloquée, a été vidée de son contenu par le Parlement européen. Donc, il y a ce pouvoir de nuisance-là sur beaucoup de sujets, depuis que le Parlement a un pouvoir de codécision, c'est ça le terme juridique, avec les États, avec les gouvernements. Mais il ne faut pas idéaliser le rôle du Parlement européen, parce qu'il ne peut pas modifier les traités. Il n'a pas un mot à dire sur les traités. Les traités, ce sont les gouvernements qui les rédigent et les États qui les ratifient, notamment par la voie parlementaire, très peu par la voie référendaire. Donc, et in fine,
Hein, on dit souvent c'est la commission qui, c'est la commission que. Non. Le pouvoir réel, le pouvoir politique réel dans l'Union européenne, ce sont les États, ce sont les gouvernements. Les gouvernements discutent à Bruxelles des politiques qu'ils vont appliquer chacun dans leur propre pays. Et la Commission, elle est là pour faire appliquer les traités, ce qu'elle fait. Et donc la Commission, c'est pas elle qui décide. Hein, le traité de Lisbonne, c'est pas la Commission. Le traité de Maastricht, c'est pas la Commission. Hein, le pacte budgétaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas la Commission. Hein, ce sont les États qui ont décidé. Et quand il y a des directives de déréglementation, hein, aucune directive ne peut voir le jour si les États ne sont pas d'accord. Hein, donc si les gouvernements ne sont pas d'accord. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des institutions supranationales, mais bon, c'est quand même les gouvernements qui décident in fine. Donc premier levier, le levier institutionnel, on voit que le gouvernement a un pouvoir, le Parlement peut avoir un pouvoir de blocage, mais il n'a pas le pouvoir de réorienter, de refonder l'Union européenne, parce qu'il ne peut pas toucher au traité. C'est hors de son champ. Deuxième levier, ce sont les mobilisations sociales européennes. Mobilisation sociale ou citoyenne européenne, dont il faut dire aujourd'hui qu'elles sont au niveau quasi zéro. Voilà. On ne s'est pas remis de ce qui était le Forum social européen, qui avait très bien commencé et qui a disparu pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer là, parce que j'ai déjà été très très long, qui a disparu en 2010. Et bon, la Confédération européenne des syndicats et tout, sauf une confédération européenne des syndicats, voilà, on ne fait pas le job qu'elle devrait faire. Bon. Et donc on est au niveau quasi zéro des mobilisations européennes. Et ça a pesé. Hein. Ça pèse qu'on n'est pas capable de bloquer par des mobilisations sociales et citoyennes un certain nombre de projets mortifères qui sont décidés au niveau européen, et aussi parce que, par exemple, dans le cas du gouvernement Syriza, quand il a été étranglé par les institutions européennes, il s'est retrouvé tout seul. Personne ne l'a soutenu à l'échelle européenne. Personne. Bon. Donc quand il a été étranglé, ben voilà, il a capitulé. Bon, mais on a notre part de responsabilité dans sa capitulation, parce que, évidemment, nous avons été incapables de le soutenir et de l'aider dans le rapport de force et le bras de fer qu'il avait avec l'Union européenne. Dernier point, dernier levier, c'est la rupture au niveau national. C'est l'idée qu'un gouvernement progressiste, de gauche, de transformation sociale et écologique, arrive au pouvoir et applique son programme. Voilà. Bon. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut qu'il arrive au pouvoir. C'est quand même le point principal. Bon, sinon principal, en tout cas le premier problème. Et on voit que c'est loin d'être fait. En France, en Espagne, etc. On voit bien que là où les choses pouvaient sembler possibles, c'est pas top, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais prenons l'hypothèse dans laquelle il arrive au pouvoir. Bon, s'il arrive au pouvoir, il faut tirer les leçons de l'expérience Syriza. Qu'est-ce qui s'est passé avec Syriza? C'est que le gouvernement grec, à l'époque, en 2015, quand il est arrivé au pouvoir, a cru, naïvement, il faut bien le dire, qu'il allait pouvoir convaincre de bonne foi que l'application de son programme, qui est un programme très modéré, c'était pas le communisme intégral, Syriza, c'était un programme keynésien, et même pas un programme keynésien radical. Bon, vraiment un programme keynésien de reconstruction du pays, etc. Mais c'est un programme qui s'affrontait avec la logique néolibérale mise en place depuis 30 ans en Europe. Et c'est pour ça qu'il était inacceptable par les institutions européennes. Donc, ils ont pensé qu'ils allaient de bonne foi pouvoir négocier et convaincre leurs partenaires européens que voilà, c'était quand même mieux pour tout le monde, que ça se passe bien. Évidemment, ça n'a pas marché, puisque les autres, la seule chose qui les intéressait, c'est que la Grèce respecte les traités européens et respecte les mémorandums que les gouvernements précédents avaient signés, qui étaient l'application de politiques d'austérité, de destruction du pays. Voilà. Tout ça au nom d'un soi-disant remboursement de la dette. Donc, il faut tirer les bilans de ça. Et le bilan de ça, c'est que
le gouvernement Syriza a été étranglé financièrement, hein, et s'est retrouvé pris dans le dilemme capitulation ou sortie de l'euro. Et comme il ne voulait absolument pas sortir de l'euro, et qu'il n'avait pris auparavant aucune mesure unilatérale pour se protéger de l'étranglement financier, eh bien il a capitulé en race campagne, et il a appliqué une politique d'austérité contre laquelle il s'était battu et contre le programme sur lequel il avait été. Donc il faut tirer les leçons de cela. Quelles leçons faut-il en tirer? C'est d'une part qu'il faudra que tout gouvernement, même d'un pays comme la France, qui arrive au pouvoir, subira une offensive des marchés financiers et des institutions européennes, et subira un étranglement financier. Donc il faudra qu'il se protège. Comment se protéger? Première mesure, je cite là, je ne développe pas. Première mesure, c'est contrôle des capitaux. En Grèce, en un mois, de janvier 2015 à février 2015, dès l'arrivée de Syriza, ça avait commencé avant, 25 milliards d'euros ont foutu le camp. Donc, si on prend pas, première mesure, c'est un contrôle des capitaux. Si on ne prend pas de contrôle des capitaux, ça ne sert à rien, il faut arrêter tout de suite. Bon, mais prendre un contrôle des capitaux, c'est contradictoire avec les traités. Voilà. Bon. Il faut reprendre le contrôle des banques et du système financier. Bon. Ça aussi, c'est contradictoire avec les traités, etc., etc. Bon, dans l'excellent livre que je vous conseille d'acheter, bon, on détaille toutes les mesures. On pourrait y revenir tout à l'heure. Bon, je conclus simplement sur la logique générale. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin, comme préalable, de sortir de l'euro pour rompre avec le néolibéralisme. Il y a toute une série de mesures que nous pouvons prendre sans sortir de l'euro. Mais ça veut dire, effectivement, désobéir aux traités européens, prendre des mesures de rupture avec les traités européens. Et si on fait ça, paradoxalement, bon, être dans l'euro nous protège. Parce que être dans l'euro, ça a un avantage, c'est qu'on ne subit pas la spéculation sur la monnaie, qu'avait été le mal antérieur à la création de l'euro. Dans les années 80-90, il y a eu des spéculations sur toutes les monnaies européennes, qui ont cessé avec la création de l'euro, parce que l'euro est adossé à toute une série, à une zone économique, et une zone économique très puissante. Bon, et l'euro est aujourd'hui la seconde monnaie internationale. Bon, donc on peut spéculer sur l'euro est très difficile, voire quasi impossible. Donc le fait d'être dans l'euro nous protège de la spéculation financière. Et sortir de l'euro en préalable tout de suite, ça veut dire donner de ce point de vue-là une arme au marché financier pour spéculer contre le pays qui sortirait de l'euro. Donc c'est une absurdité. Mais par contre, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on s'affrontera à l'Union européenne, qu'il y aura ce bras de fer, personne ne peut dire qu'est-ce qui va se passer. On engage un conflit, on va nous faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'autres pays vont suivre? Est-ce que ça va encourager une mobilisation sociale citoyenne en Europe? Bon, ce qui permettrait de rebattre les cartes. Est-ce qu'au contraire, on va rester totalement isolé? Et si on reste totalement isolé, le risque, c'est qu'on soit expulsé de la zone euro. Même si les traités ne prévoient aucune possibilité d'expulsion. Mais ce n'est pas ça qui les gênerait. Bon. Et si par exemple un pays comme la France est expulsé de la zone euro, ça veut dire qu'il n'y a plus de zone euro. Il y a autre chose. Il y aura peut-être une zone marque pour les pays du Nord, etc., mais il n'y aura plus de zone euro. Bon. Donc, c'est toutes ces hypothèses-là. Bon. Mais je conclurai là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que si on veut à ne pas sortir de l'euro, il ne faut pas avoir peur d'en sortir. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le gouvernement grec, ce qui l'a paralysé, c'est d'avoir peur d'être exclu de la zone euro et de sortir de l'euro. Et donc il a capitulé. Si on décide, si un gouvernement qui arrive au pouvoir décide de mener une politique de rupture avec le néolibéralisme, il y aura cette menace d'être expulsé de la zone euro, et il ne faut pas en avoir peur. Parce que, je dirais d'un certain point de vue, c'est la dissuasion nucléaire, la sortie de l'euro.
pour un pays comme la France, hein, ou d'autres, l'Italie, dans le même cas. Hein. Si un pays comme l'Italie ou la France, ou même l'Espagne, sort de la zone euro, c'est une crise généralisée. Donc ils risquent quand même d'y regarder à 2 fois avant de faire ça. Peut-être qu'ils le feront en bout de course. Hein. Ils choisiront, comme disait Marx, par rapport à la bourgeoisie, mieux vaut une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Peut-être qu'ils choisiront la voie effroyable de l'éclatement de la zone euro que l'effroi sans fin d'un pays qui rompra avec le néolibéralisme, hein, avec la contagion que ça pourrait entraîner dans les autres pays. Ça, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de la zone euro pour commencer à mener une politique de rupture avec le néolibéralisme, à une condition, c'est qu'on décide de s'affronter aux institutions européennes, au marché financier, pour créer une crise politique en Europe, car sans crise politique, rien ne changera en Europe.